Un tournant historique est à l'œuvre. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Our world is at the crossroads. Le citoyen, il veut un avenir pour ses enfants et ses petits-enfants. The eyes of all future generations are upon you. 40% des emplois existants pourraient disparaître dans les 10 ou 15 ans qui viennent. On vit peut-être un tournant là. La première. L'homme est en train de changer. Le tournant. Est-ce qu'on est déjà demain ? Arnaud Roysson. A-t-on trop de panneaux photovoltaïques en Belgique ? La question peut paraître surprenante, tant on est encore loin de nos objectifs en matière de développement du renouvelable. Et pourtant, il arrive certains jours très ensoleillés du week-end qu'il y ait tellement de soleil qui tape sur les panneaux que nous ayons plus d'électricité que ce dont nous avons besoin. Alors, comment cette situation est-elle possible ? Que dit-elle aussi des difficultés d'une mutation vers un mix énergétique qui va reposer de plus en plus sur du renouvelable intermittent ? On va prendre le temps d'essayer d'y voir clair. Dimanche 11 mai, il est 13h30 et le soleil brille sur la Belgique. La première, météo. Cet après-midi, le soleil restera éblouissant et les thermomètres afficheront des maxima dignes de l'été entre 21 et 26 degrés. Il y a tellement d'infos. Sur les toits, des milliers de panneaux photovoltaïques captent l'énergie solaire pour la convertir en électricité. Avec, en arrière-plan, des éoliennes qui tournent aussi, emmenées par un petit vent qui souffle à 20 km/h. Une météo idéale pour le barbecue, mais aussi pour la production d'énergie renouvelable. Sauf que, comme nous sommes dimanche, il n'y a pas beaucoup de demandes d'électricité. L'activité économique est quasiment à l'arrêt, peu de trains à faire rouler, pas de pompe à chaleur à faire tourner, vu qu'il fait chaud. Résultat, il y a plus d'électricité produite que ce qu'il n'y a comme besoin de consommation. Et ça, c'est un vrai problème pour un réseau électrique où il faut à tout moment assurer l'équilibre entre production et consommation. Allons alors jeter un coup d'œil sur le marché de l'électricité. Le marché de gros, là où l'électricité se vend et s'achète en temps réel avec un prix qui varie tous les quarts d'heure en fonction de l'offre et de la demande. On y découvre que pratiquement toute la journée du dimanche 11 mai dernier, le prix est négatif. Ça veut dire que non seulement acheter de l'électricité ne coûte rien, mais même que l'on peut être payé pour en consommer. Wait a minute. Who are you? Avec un record entre 13h et 14h, le mégawattheure s'échangeait à moins 462 €. Autrement dit, comme il fallait vraiment se débarrasser d'électricité en trop, on payait 462 € tout qui en consommait un mégawattheure. La situation est assez paradoxale, d'autant qu'on est loin d'être au bout en Belgique du développement du solaire et de l'éolien. Alors, ce genre de situation est-elle appelée à se multiplier ? Pourrait-on mieux utiliser cette énergie produite dans des moments de creux de la demande, la stocker, la convertir pour l'utiliser à d'autres moments ? Doit-on repenser en fait tout notre rapport à l'énergie ? C'est tout cela que l'on va essayer maintenant de bien comprendre. Et pour cela, on accueille un spécialiste de ces questions, Francesco Contino. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes professeur à l'École Polytechnique de Louvain, spécialiste de la transition énergétique. Alors, on aime bien repartir des bases, souvent dans cette émission. Et peut-être d'abord expliquer tout simplement, Francesco Contino, pourquoi c'est important sur un réseau électrique d'avoir toujours un équilibre entre l'offre et la demande. Tout simplement parce que même si on entend beaucoup parler du stockage d'électricité dans des batteries, dans d'autres formes,
quand on est sur un réseau, quand on est sur un câble électrique, l'électricité ne se stocke pas. Tout ce qui rentre d'un côté doit sortir immédiatement de l'autre côté. Et donc, on doit en continu équilibrer le réseau. C'est le rôle de Elia et qui dispatche cette responsabilité à toute une série d'acteurs sur le réseau et qui a un travail au quotidien important et dimanche passé en particulier. Et donc, évidemment, on essaye d'anticiper, de se demander, tiens, à tel moment, qu'est-ce qu'on va avoir comme besoin ? On sait évidemment que si on est un jour de semaine, c'est pas la même chose qu'un jour de week-end. Et j'imagine qu'on essaye de regarder aussi les prévisions météo de manière très fine, en se disant, tiens, ce jour-là, on va avoir beaucoup de soleil, ce jour-là, pas du tout, on va avoir du vent, on n'en aura pas, etc. Et donc, on se retrouve dans des moments comme ce dimanche-là, où, malgré tout ce qu'on peut anticiper, ça ne matche pas comme on le voudrait, c'est-à-dire que là, pour le coup, on a trop d'énergie qui est produite par rapport à ce qui est consommé. Oui, donc malgré les prévisions en effet qui étaient bonnes, donc si vous regardez sur le site d'Elia, on avait bien anticipé le vent, le soleil également, et donc il n'y a pas d'erreur qui a été commise, mais effectivement, le système à l'heure actuelle, en fait, le mot-clé, c'est n'a pas assez de flexibilité. C'est-à-dire, il y a énormément de choses qui sont incompressibles, qu'on ne peut pas modifier. D'un côté, la demande, mais également toute une série de productions, essentiellement le photovoltaïque sur les toits, qu'on n'arrête pas spécialement parce que les prix sont négatifs. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a encore aujourd'hui dans notre mix énergétique du nucléaire. On verra ce qu'il en sera pour le futur, puisqu'on sait aussi qu'il y a l'idée d'en relancer pour le futur. Mais là, en tout cas, pour le moment, on en a toujours. Et quand on regarde, je suis allé voir un peu le détail justement de ce qui s'est passé ce fameux dimanche 11 mai, on avait beaucoup de soleil et pourtant on a continué à produire de l'énergie nucléaire. Ça veut dire que le nucléaire, on ne peut pas faire off quand on a beaucoup de soleil et beaucoup de vent ? Oui, alors ça, c'est une question où il faut dézoomer et regarder sur les jours qui sont autour. En France, il peut arriver qu'ils arrêtent des centrales nucléaires quand les prix sont négatifs parce qu'ils ont un foisonnement plus important de centrales et une structure complètement différente. En Belgique, c'est nettement plus difficile d'arrêter juste pour le dimanche midi et de reprendre juste après. C'est pas un interrupteur qu'on arrête. Il y a une petite modulation. Si on regarde sur le site d'Elia, on voit que la portion du nucléaire a chuté d'une dizaine de %, ce qui est une modulation, je dirais, standard, mais on ne peut pas simplement arrêter le nucléaire. Ce qui n'est pas forcément un obstacle à utiliser le nucléaire dans le futur, mais simplement à réfléchir le mix énergétique, pas en silo, mais de manière systémique. Oui, de penser l'interconnexion, l'interaction entre les différents moyens de production de l'énergie. Une bête question encore, Francesco Contino. Pourquoi est-ce que quand on a comme ça tout d'un coup trop d'électricité, on ne peut pas tout simplement la mettre à la terre en quelque sorte, plutôt que de devoir payer des gens pour qu'ils la consomment quelque part, pas forcément en Belgique d'ailleurs, puisque tout ça se passe aussi via l'interconnexion internationale. Alors idéalement, les prix négatifs, c'est quand même un mauvais fonctionnement d'une certaine manière du marché. Ils ne devraient pas arriver et ils sont le résultat en fait de toute une série d'acteurs qui produisent quoi qu'il arrive. Le photovoltaïque résidentiel produit quoi qu'il arrive, à part pour la petite fraction de personnes qui ont un plan dynamique qui subissent finalement ces coûts, mais sinon les autres continuent à produire. Toute une série d'éoliennes également sont finalement payées pour continuer à fonctionner jusqu'à un certain montant évidemment. Et donc c'est un dysfonctionnement pour l'instant de ce système qui n'est pas encore trop grave pour l'instant, mais qui commence à s'accentuer au fur et à mesure. Et donc, on ne pourrait pas simplement le mettre à la terre, il faudrait pouvoir le consommer ou arrêter de produire. Et là, la question se pose. Ma préférence, c'est de plutôt continuer à produire et stocker, mais ça, c'est encore une autre dimension du problème. Oui, donc là, on voit quand même qu'on est dans un moment de transition où on vient d'une logique de production-consommation où on avait beaucoup de contrôle sur la production. On avait des centrales nucléaires, puis des centrales gaz qu'on pouvait arrêter, éteindre en fonction de ce qu'on planifiait sur la demande. Et on est en train de migrer vers une logique différente où on est beaucoup plus tributaire d'une intermittence pour le vent, pour le soleil. Et donc, c'est plus compliqué pour le futur de construire cet équilibre constant. Ça devient un peu plus casse-tête pour des acteurs comme Elia que ça ne l'était hier. Ah oui, c'est beaucoup plus casse-tête et pour les consommateurs aussi, demain, ceux qui choisissent un tarif dynamique, il faut pouvoir prévoir ce qui va se passer le lendemain, anticiper par exemple la recharge de son véhicule, l'utilisation de certains grands consommateurs.
Mais c'est aussi un petit peu le sens de la transition. Finalement, on s'adapte à son environnement, on regarde le ciel, il y a du soleil, mais finalement, peut-être qu'il faut consommer à ce moment-là parce qu'on sait, si on a des panneaux photovoltaïques, que ça produit à ce moment-là. Donc, je pense que c'est la direction logique, mais c'est vrai que pour toute une série d'acteurs, ça rend les choses un tout petit peu plus compliquées. Oui, alors justement, les panneaux photovoltaïques, on va en parler tout de suite, puisqu'on sait que chez les particuliers en Belgique, mais on va se pencher plus spécifiquement sur ce qui se joue en Wallonie, on avait pendant longtemps cette logique du compteur qui tourne à l'envers, c'est-à-dire que quand on produisait mais qu'on ne consommait pas, on renvoyait comme ça sur le réseau et on a le compteur qui tourne à l'envers. Mais tout cela est en train de progressivement changer, ce qui va sans doute aussi induire des changements dans l'attitude des particuliers. Et on va voir ça ensemble tout de suite avec Sarah Pousset. Depuis le 1er janvier, plus aucun compteur ne tourne à l'envers. En Flandre, c'est déjà le cas à Bruxelles et sur les nouvelles installations wallonnes. Pour les plus anciennes, ces compteurs devront être changés dans les 5 ans. Mais rappelons comment fonctionnent les compteurs à l'envers. Quand on possède une installation photovoltaïque, on ne produit pas de l'électricité en continu. En hiver ou pendant la nuit, on doit pomper de l'électricité venant du réseau pour alimenter nos appareils. Dans ce cas, le compteur électrique tourne à l'endroit et compte les kilowattheures. Mais à d'autres moments, c'est l'inverse. L'installation photovoltaïque produit plus d'énergie que ce que l'on consomme. Cette électricité est donc injectée dans le réseau et le compteur tourne à l'envers. Jusqu'à présent, sur la facture finale, le propriétaire de l'installation ne devait payer que la différence entre l'électricité pompée et l'électricité injectée sur le réseau, plus le tarif prosumer qui englobe les frais fixes liés au réseau de distribution. Mais ce système n'arrangeait pas les fournisseurs d'électricité, puisque l'électricité qui vient du réseau, elle coûte plus cher car il faut prendre en compte les coûts de production, de transport, d'acheminement, etc. C'est pour cela que progressivement, on passe vers des installations équipées de compteurs intelligents qui distinguent la consommation électrique venant du réseau et les kilowattheures réinjectés. Le principe est que chaque habitant paye sa facture totale d'électricité et son fournisseur lui rachète les kilowattheures qu'il réinjecte sur le réseau, mais à un tarif moins cher que l'électricité qu'il paye. Tout propriétaire d'installation photovoltaïque a donc intérêt à privilégier l'autoconsommation, c'est-à-dire utiliser son électricité au moment où ses panneaux la produisent. En pratique, c'est donc lancer sa machine ou son lave-vaisselle à midi quand le soleil est le plus haut ou recharger sa voiture en plusieurs fois pendant les périodes d'ensoleillement. Certains utilisent aussi des batteries pour stocker cette énergie localement. Plus globalement, ce système permet donc à certains ménages d'apprendre à adapter leur consommation d'énergie aux périodes de production de cette énergie. Alors, Francesco Contino, est-ce que ça veut dire ça qu'à l'avenir, on va avoir chez nous toute une série de systèmes techniques, électroniques qui décalent la consommation au moment des pics de production, genre qui lance la machine à laver ou le lave-vaisselle quand il fait grand beau temps un dimanche ? Une machine à laver, un lave-vaisselle, oui, c'est intéressant, mais ça reste petit par rapport à charger sa voiture, utilisation pour faire l'eau chaude sanitaire, si vous avez la possibilité d'utiliser l'électricité via une pompe à chaleur ou un chauffe-eau électrique. Ça, c'est des grands consommateurs. Et donc, il ne faudrait pas se dire, oui, on va gadgetiser l'ensemble de sa maison. Je pense que ça va apporter plus de problèmes au final que de solutions. Et je voudrais dire aussi, c'est pas grave de réinjecter l'électricité sur le réseau non plus. Finalement, c'est participer à l'effort de transition. J'entends souvent des gens qui me disent il faut consommer parce qu'on a l'impression de perdre un bras parce qu'on a mis l'électricité sur le réseau. Finalement, c'est pas grave, c'est très bien. Je pense que dans le futur, il y aura des acteurs économiques qui vont voir ça comme un signal intéressant et se dire mais là, je peux faire quelque chose, je peux aller chercher cette valeur-là et aider à résoudre le problème. Donc, si on revient aux consommateurs proprement dit, l'enjeu, c'est de réfléchir surtout pour des gros postes. Et on a compris, charger par exemple la batterie d'une voiture si elle est déjà électrique ou chauffer par exemple l'eau chaude sanitaire, ça sont des enjeux. Est-ce que dans le monde de l'entreprise, de l'industrie, on commence déjà aussi à réfléchir à des moments de consommation où on se dit, tiens, cet élément-là de mon processus industriel, je vais essayer de le faire tourner à un moment où je sais qu'il y a beaucoup d'énergie à disposition.
on commence à essayer de faire glisser comme ça des moments de production en fonction des moments justement où il y a beaucoup d'énergie? Alors oui, c'est une réalité concrète de l'industrie, avec les limites des process industriels qui demandent une certaine qualité. Donc, pour pas les citer particulièrement, mais il y a des process industriels où ils ont réfléchi, ils ont essayé de faire varier, par exemple, cette charge, mais ils se sont rendus compte que l'exigence en termes de qualité pour leurs produits finis était telle qu'en fait cette petite variation entraînait des micro-variations de qualité qui n'étaient plus acceptées. Donc ils ont arrêté, mais ils l'ont étudié sérieusement. Il y a d'autres réalités également dans l'agroalimentaire où, par exemple, quand on stocke à basse température, on peut descendre plus bas quand l'électricité est pas chère, voire négative, et puis arrêter, si vous voulez, les compresseurs des frigos et des congélateurs pour laisser progressivement remonter la température jusqu'à une limite qui est sans problème pour ce qui est stocké, mais qui permet de ne pas consommer aux moments les plus critiques. Et donc ça, il y a beaucoup de flexibilités qui sont étudiées au niveau industriel. C'est clairement un moteur important parce que c'est des gros consommateurs d'électricité. Donc ça, c'est pour l'enjeu d'essayer de déplacer les moments de consommation en fonction des moments de production. Et puis il y a l'autre enjeu très important qui est celui du stockage, Francesco Contino, sur lequel vous travaillez, je pense, beaucoup d'ailleurs en tant que chercheur. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait se dire, tiens, finalement, ces moments de dimanche d'été où on a beaucoup de panneaux photovoltaïques qui produisent dans tous les sens, on charge plein de grosses batteries partout pour pouvoir les utiliser la semaine qui suit, quand là, par contre, on aura peut-être moins de soleil, mais où on aura beaucoup plus de besoins. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là en Belgique ? Alors, donc, où est-ce qu'on en est en Belgique ? Pour l'instant, ce marché au niveau batterie électrochimique explose complètement avec à mon sens, des retours sur investissement qui sont presque indécents. Mais c'est le reflet de la volatilité actuelle et qui demande simplement un effort réglementaire nécessaire qui viendra après. En fait, pour le stockage, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau sur la journée. Donc, on stocke pour gérer la pointe du soir et du matin le lendemain. Et on stocke le midi. Il y a le niveau de la semaine, on va dire, où là, parfois on n'a pas tout le temps du soleil, en Belgique en particulier, et il faut pouvoir gérer les jours sans soleil, sans vent. Et puis il y a le 3e niveau, qui est le niveau saisonnier, où là, il ne faut pas oublier qu'en Belgique, sous notre latitude, on génère 70-75% les mois les plus beaux. Et puis, en hiver, quand on a besoin surtout beaucoup d'énergie pour le chauffage, on n'a plus que 25% du soleil. Donc, il faut déplacer cette saison chaude, un petit peu comme si on faisait nos pots de légumes pendant la belle saison pour les consommer pendant l'hiver. Et là, par contre, on n'est encore nulle part. Ce qui semble être le plus efficace en tout cas en Belgique, c'est de stocker sous forme de chaleur. Dans d'autres pays, ce sera sous forme d'électrocarburant, par exemple. Et il y a plein de solutions différentes. Bon, mais alors justement, si on reste sur ce 3e point, ce 3e enjeu que vous mentionnez, qui est évidemment central. Si je résume ce que vous venez de nous dire là, en gros, on a pas mal d'électricité solaire, pour le coup, qui est produite pendant l'été, mais on a surtout besoin d'électricité pendant l'hiver, ne serait-ce que si on pense aux pompes à chaleur, forcément, le chauffage, on le fait tourner pendant l'hiver et pas pendant l'été. Quand vous dites que pour essayer de déplacer, quelque part, cette énergie d'un point de vue saisonnier, on pense surtout à la solution de la chaleur en Belgique, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on imagine comme solution, justement, pour pouvoir, en quelque sorte, garder cette énergie de l'été et pouvoir l'utiliser pendant l'hiver ? Alors, la manière simple de le voir, c'est imaginer un grand réservoir, et après j'expliquerai comment ça peut se faire de manière concrète, mais imaginer un grand réservoir d'eau qu'on va chauffer pendant tous les mois où il fait beau et qu'on va bien isoler, évidemment, pour garder cette chaleur, pour pouvoir la réutiliser pendant l'hiver dans des réseaux de chaleur ou chez soi. Comment ça se fait concrètement ? Évidemment, on ne va pas commencer à installer des ballons d'eau chaude un petit peu partout en grande quantité, parce que ce sera des très grandes quantités. Ça peut se faire dans des ressources géologiques existantes, des trous qu'on a fait pour des carrières, et il y a des cas où ça fonctionne. Ça peut être enterré sous terre et avoir des grandes structures qui permettent de faire ça. Finalement, c'est un petit peu comme quand on parle de géothermie, c'est un petit peu le même principe. On stocke sous terre parce que finalement, il y a une bonne isolation sous terre pour conserver cette chaleur. Ça, c'est la façon dont on pourrait le stocker de manière efficace en Belgique. Mais la réponse pour le stockage n'est pas identique pour tous les pays. Ça dépend vraiment du type de ressources, du type d'infrastructure qu'il peut avoir. Et l'enjeu de l'hydrogène, alors par exemple là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose qu'on mentionne souvent, Francesco Contino, c'est de dire l'hydrogène, c'est quelque chose qu'on peut
produire, parce qu'au départ de l'eau, en séparant l'oxygène et l'hydrogène, H2O, eh bien, on peut générer un carburant que l'on va pouvoir utiliser dans toute une série de domaines. Et de se dire, quand on a trop d'électricité, on fait le processus de l'électrolyse pour pouvoir justement séparer l'hydrogène et l'oxygène. Et comme ça, on a notre hydrogène pour, dans les mois où on n'a pas spécialement de soleil, pouvoir l'utiliser. Pourquoi est-ce que ça, c'est pas forcément une solution pour la Belgique aujourd'hui ? Alors, c'est pas que c'est pas forcément une solution pour la Belgique. L'hydrogène, en fait, on en parle beaucoup. Il est important, mais il n'est pas aussi important qu'on ne croit. C'est un des éléments de la transition énergétique. La difficulté de la transition énergétique, c'est que c'est une multitude de petites choses et qu'on a tendance à voir les choses un petit peu en silo. Pourquoi c'est pas forcément une bonne idée de le faire en Belgique ? En fait, parce qu'on n'a pas assez de renouvelables. Si on devait couvrir l'ensemble de notre consommation avec du renouvelable, donc on arriverait peut-être à couvrir 50% à terme. Et donc là, on comprend derrière que même si on a beaucoup à déplacer de l'été à l'hiver, on n'utilisera pas assez les électrolyseurs qui coûtent très cher pour produire suffisamment d'hydrogène pour que cet hydrogène soit rentable. Ce qui est conçu maintenant et concevable en termes économiques, c'est plutôt de le produire ailleurs où cette ressource en soleil est bien plus importante, par exemple au Chili, en Afrique, et puis transporter cet hydrogène, un peu comme on transporte aujourd'hui du gaz fossile, pour l'amener par exemple au port de Zeebrugge et puis le distribuer aux consommateurs. Mais encore une fois, je pense qu'il est peu probable qu'on utilise cet hydrogène pour le chauffage, parce qu'il sera beaucoup trop cher par rapport à une alternative comme ce que j'évoquais tout à l'heure, le stockage de chaleur sous forme d'eau chaude. Il ne faut pas oublier que cet hydrogène, cette énergie chimique, c'est noble. Et d'une certaine façon, la chaleur qu'on consomme pour notre chauffage, c'est une énergie qui a été très 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 fortement dégradée. Donc c'est dommage de l'utiliser pour cette utilisation. Donc l'hydrogène, c'est potentiellement un des vecteurs dans la solution, mais plutôt à réfléchir dans ce qu'on entend de vos mots, dans une échelle beaucoup plus globale au niveau non seulement européen, mais peut-être bien au-delà de cela encore, et de se dire où est-ce qu'on a le plus d'intérêt à mettre tel type de production, comment est-ce que après on construit toute l'interconnexion aussi entre les différents pays. Quelque part, cette transition, que ce soit pour l'enjeu de la consommation avec l'intermittence du solaire et du vent, que ce soit pour l'enjeu aussi du stockage et des différents vecteurs de stockage, ça nous oblige à penser beaucoup plus large que simplement dans les petites limites de notre territoire d'un pays comme la Belgique. Ah oui, ça ne fait aucun doute. Quand on voit les différentes études qui sont faites pour justement montrer cet effet que vous évoquez entre regarder simplement un petit peu de manière nombriliste ces frontières et puis étendre les frontières, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de réussir la transition quand on met toutes les forces en présence en commun. Et donc clairement, la transition énergétique, il faut la réfléchir au niveau européen, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire au niveau local, que du contraire, mais c'est au niveau européen, en tout cas en entraide européenne, qu'on pourra réussir cette transition. Et des exemples un petit peu comme ça, il y a beaucoup plus de soleil en Espagne, et il y a beaucoup plus de facilité de stockage en Norvège, il y a beaucoup plus de vent autour des îles britanniques, et donc il y a des ressources qu'on peut aller exploiter à différents moments, à différents endroits, ce qui demande quand même un tout petit peu d'interconnexion, de capacité d'échanger, mais on a montré dans une étude récente qu'en fait, si on joue aussi avec le levier sobriété, on a déjà une grosse partie de l'infrastructure qu'on aurait besoin d'avoir. Et je note par exemple que dans le dernier Blue Book d'Elia, ils évoquent également ce levier sobriété, ça devient de plus en plus sur la table, et je pense que ça aussi c'est un élément important pour réussir la transition. Et c'est peut-être important de rappeler ici le fameux trépied de la transition énergétique tel qu'il est martelé par tous les spécialistes dans le domaine. Il faut agir sur 3 leviers à la fois. Déjà, substituer de l'énergie décarbonée à l'énergie fossile. C'est ce qu'on fait quand on remplace des centrales au gaz par du solaire ou de l'éolien, par exemple. Il faut aussi, deuxième pied du trépied, améliorer l'efficacité énergétique. Et puis troisièmement, penser la réduction de la consommation. Et ça, même les ingénieurs qui réfléchissent aux solutions techniques les plus pointues le rappellent régulièrement. Voilà,
C'était Le Tournant. Merci à Francesco Contino, professeur à l'École Polytechnique de Louvain, d'être passé par notre studio. Merci à Guillaume de Smet pour la réalisation sonore, à Sarah Pousset pour la préparation. Si vous souhaitez nous écrire, je vous rappelle l'adresse tournant@rtbf.be.